Boker Tov, Daniel. Boker Tov, Kevin. Daniel, nous commencerons ce journal par un point le plus réactualisé possible sur ce qui se passe en Iran. Oui, effectivement, bien entendu, en Israël, on suit de très près les derniers développements en Iran. Les manifestations se poursuivent et s'intensifient à Téhéran et dans tout le pays. Les manifestants continuent d'appeler à la chute du régime et brandissent des drapeaux iraniens d'avant la révolution. Et parmi les manifestants, il y en a même, vous les avez peut-être même vus, qui osent brandir des drapeaux israéliens. Selon des témoignages fournis en particulier par le site d'information du Iran International, qui appartient à l'opposition iranienne en exil, la répression se serait considérablement accentuée. On parle désormais de plus de 2000 tués parmi les manifestants. Selon la BBC en langue persane, on fait état d'amoncellement de corps dans les hôpitaux de Téhéran et d'autres villes. Quant au régime iranien, il a ordonné des coupures quasi totales du réseau de téléphone et d'Internet afin d'empêcher la diffusion à l'étranger d'images et de messages sur ce qui se passe actuellement en Iran. Et puis enfin, plusieurs compagnies aériennes internationales comme Lufthansa, Emirates et Turkish Airlines ont annulé tous leurs vols vers Téhéran pour cette semaine. Il y a quelques heures, le prince héritier iranien Reza Pahlavi a adressé un message aux manifestants iraniens. Oui, il les a appelés à descendre à nouveau dans la rue ce soir à 18h avec leur famille afin de parvenir à faire tomber le régime. Je vous demande de descendre sur les grandes artères des villes en groupe avec vos familles. Le monde vous regarde, il vous admire et il est impressionné par votre courage. Le président Trump a dit qu'il était prêt à nous aider, à vous aider. N'abandonnez pas les rues, a lancé Reza Pahlavi. Et hier soir, le président américain Donald Trump s'est exprimé sur la situation en Iran. Oui, dans un message posté sur son réseau social, Donald Trump a déclaré « L'Iran aspire à la liberté, probablement plus que jamais, et nous sommes prêts à l'aider ». Ces propos se rajoutent aux mises en garde de plus en plus fermes du président américain. Je vous rappelle que Donald Trump avait déclaré que si le régime continuait à assassiner des opposants, les États-Unis interviendraient militairement. À Washington, on fait état d'intenses consultations, en particulier au Pentagone, mais aussi à la Maison-Blanche. Oui, selon le Wall Street Journal, les consultations sont destinées à mettre en application les menaces d'intervention lancées par le président Trump au cours des derniers jours. Les experts doivent répondre d'abord à la question de principe d'une attaque américaine en Iran et ensuite des cibles que les Américains pourraient choisir de frapper, comme par exemple des sites gouvernementaux ou d'importantes bases militaires. Autre question, doit-on donner un feu vert à Israël pour agir en Iran et doit-on actionner les agents de la CIA qui se trouvent en Iran pour accélérer la déstabilisation du régime? Et puis on a appris que durant la nuit, le secrétaire d'État américain Marco Rubio s'est entretenu au téléphone avec Benjamin Netanyahou. Il a été question bien entendu de la situation en Iran et d'autres dossiers brûlants. Et dans ce contexte, les gardiens de la Révolution ont arrêté hier un Iranien soupçonné de collaboration avec Israël. Oui, selon le communiqué des gardiens de la Révolution, je le cite, l'espion serait entré en Iran de manière clandestine pour y recueillir des informations et des documents prouvant qu'il était espion ont été découverts dans ses bagages. Il faut souligner qu'il y a quelques jours, une autre personne avait été arrêtée et accusée de lien avec le Mossad israélien. Et puis, toujours en lien avec l'Iran, une information révélée ce matin par la radio Galei Tzahal. Galei Tzahal, c'est effectivement la radio de l'armée israélienne. Selon certaines sources qui ont fourni ces informations donc à Galei Tzahal, un officier supérieur des gardiens de la Révolution était à Beyrouth la semaine dernière. Cet officier aurait été inclus secrètement dans la délégation du chef de la diplomatie iranienne Araghchi qui s'est rendu dans la capitale libanaise. Plus intéressant encore, cet officier serait le chargé de liaison avec le Hezbollah au sein des gardiens de la Révolution. Les autorités libanaises l'auraient laissé entrer au Liban alors qu'il n'était pas inclus dans la liste de la délégation officielle. Selon ces informations, l'avion du ministre iranien transportait également 4 caissons dont on ne connaît pas le contenu, mais dont les Libanais n'ont pas autorisé le débarquement. Il pourrait s'agir soit d'importantes sommes d'argent, soit des armes destinées au Hezbollah. L'armée américaine a bombardé durant la nuit 35 positions de Daesh en Syrie. C'est l'information qui a été fournie par l'état-major du CENTCOM américain et répercutée en Israël. Selon cet état-major, les forces américaines auraient tiré 90 bombes précises à partir d'une vingtaine d'avions de chasse américains, mais aussi des avions de chasse jordaniens. Cette attaque serait une représaille à une opération lancée il y a un mois par les forces de Daesh contre des bases militaires américaines et syriennes près de la ville de Palmyre.
Et puis enfin revenons en Israël avec une tentative d'attentat contre des soldats israéliens à Hebron. Oui, des soldats ont ouvert le feu sur un terroriste qui a apparemment projeté son véhicule vers cette patrouille de l'armée israélienne. Le terroriste a été neutralisé, il n'y a pas eu de blessés parmi les soldats. La police militaire a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de cet incident. Merci Daniel Haïk, on vous retrouve à 7h30 pour la revue de la presse israélienne. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera partiellement nuageux sur l'ensemble du territoire israélien. À partir de demain, il faut s'attendre à un retour de la pluie et mardi, une journée particulièrement instable avec d'importantes perturbations et même de la neige sur les hauteurs du Hermon et du Golan. Les températures prévues aujourd'hui, 15 degrés à Jérusalem, 19 à Tel Aviv, 20 degrés à Eilat. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Saïd Bassistache. On a besoin de vos précisions pour savoir ce que vous avez comme information sur ce qui se passe actuellement, comment la nuit s'est déroulée. Les informations que l'on reçoit sont assez effrayantes et inquiétantes concernant la répression du régime iranien. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme information ? Donc ça fait 2 semaines, depuis le 28 décembre, que les Iraniens sont dans les rues, et depuis le jeudi soir, leur nombre est beaucoup plus élevé. Ils sont descendus dans les rues à l'appel de Reza Pahlavi, et qu'ils étaient des millions dans plus de 200 villes. Et jusque mercredi, il y avait plus ou moins peut-être 50 ou 60 personnes qui ont été assassinées, qui ont été tuées. Mais depuis, le nombre a fortement augmenté. On parle des milliers de personnes, et les estimations les plus prudentes parlent de 2000. Et dans certains hôpitaux, il y a des centaines de cadavres, malheureusement. Mais le peuple est toujours dans la rue. Et donc, Prince Reza Pahlavi a appelé encore les Iraniens à descendre encore dans les rues ce soir, à 6h du soir, à l'heure de Téhéran, et on attend toujours pour que des millions de personnes dans plus d'une centaine de villes en Iran descendent dans les rues. Alors, ce qui est... Oui. Alors effectivement, il y a un palier qui a été franchi ces dernières 48 heures, on le voit très nettement. Les opposants au régime que nous avons interrogés au cours des 2 dernières semaines disaient que effectivement, le véritable changement se produirait lorsque on parlerait de millions de personnes dans les rues. Vous nous dites que c'est le cas. Dans le cas précis, est-ce que vous pensez que le régime peut encore juguler la protestation? Est-ce qu'il y a des signes, on va dire des brèches parmi les forces de sécurité, je parle en particulier les gardiens de la Révolution ou peut-être même l'armée, qui peuvent permettre de penser que on va dire les gens qui détiennent des armes refuseront de les diriger vers les protestataires? Mais justement, les gardiens de la Révolution, qui est le bras armé idéologique de la République islamique, ils ont déclaré il y a 2 jours qu'ils ne supportent pas du tout que leurs membres, n'agissent pas ne suivent pas les ordres. Ça veut dire qu'il y a, beaucoup d'hésitation parmi les membres même des gardiens de la Révolution. Mais il y a une petite minorité qui est très sauvage, qui veut toujours assassiner. C'est vrai que maintenant, il y a des millions qui sont dans les rues. Le régime est dans une position très faible. Ils ont coupé l'Internet, ils ont coupé les téléphones, même les téléphones fixes. C'est pour ça qu'il n'y a même pas, comme il n'y a pas d'Internet, il n'y a même pas maintenant de vol vers Téhéran, et ils ont même coupé l'électricité pour contenir le peuple, pour qu'il puisse éventuellement les massacrer, et que les gens à l'extérieur ne voient pas le film de ces massacres. Et le régime est dans une position défensive. Moi, les informations que j'ai reçues, sur
disons, les dialogues qui est entre même les responsables de régime. Ils disent que s'ils ne peuvent pas, disons, finir avec ces manifestations dans 2 ou 3 jours, ça peut être très, très dangereux pour l'avenir de la République islamique. Alors justement, la République islamique, si elle est blessée de plus en plus gravement et si elle est affaiblie, elle risque d'être dangereuse. Est-ce que vous croyez à un scénario où le régime iranien pourrait tirer des missiles balistiques en direction du territoire israélien, par exemple? Parce que ici, on en parle à Jérusalem, il y a bien entendu des mesures de vigilance. Vous croyez à un tel cas de figure, à un tel scénario possible? Moi, je ne crois pas. Ils sont dans une position tellement défensive que, franchement, ils ne veulent plus, disons, ajouter encore un autre problème. Ils ont peur de l'intervention de Trump, des Américains, parce que Trump, il a dit que si il commence à tuer les manifestants, donc ils interviennent. Donc je crois qu'ils ont peur aussi. Mais c'est vrai qu'ils sont arrivés à la fin de leur vie et maintenant, je crois que la seule chose qui leur intéresse, c'est de faire une répression sanglante contre la population. Mais la population iranienne a besoin de ses alliés, de l'Amérique et d'Israël. Parce que Netanyahou a plusieurs fois demandé au peuple iranien de descendre dans les rues. Et Trump, il a dit que si les Iraniens vont dans les rues, Trump ne laisse pas le gouvernement de les massacrer. Je crois que ça serait bien que l'Israël et les États-Unis puissent venir à l'aide du peuple iranien pour empêcher ce massacre. Alors justement, c'est une question que l'on se pose en Israël, il faut le savoir, parce que les éditorialistes de la presse israélienne ce matin disent nous soutenons le peuple iranien, nous sommes en admiration face au peuple iranien, mais nous ne devons pas nous mêler parce que cela risque d'avoir un effet contraire, justement. Et même, je me souviens, peut-être qu'on l'a dit ensemble en juin dernier, lors des attaques israéliennes contre le régime iranien, on nous disait c'est au peuple iranien de se libérer. Et une aide de l'extérieur d'Israël, ça risque au contraire de faire le jeu du régime. Non. Franchement, c'est vrai que c'est au peuple iranien de se libérer. Ça, c'est sûr et certain. Mais si le monde empêche que le gouvernement islamique fait des massacres, fait la crime contre l'humanité, je crois que les Iraniens, tous les Iraniens seront pour cette intervention. Ils seront contents, justement. Ils s'attendent à ce que, bien sûr, c'est eux qui finissent le travail, mais ils s'attendent à ce que le monde entier condamne la République islamique et il empêche qu'il continue le massacre. Ça veut dire aujourd'hui, clairement, l'opposition iranienne, les manifestants, si l'État d'Israël devait lancer des avions de chasse pour détruire des infrastructures à la fois militaires, des gardiens de la révolution, peut-être même du régime, avec les Américains au sang, eh bien, ils soutiendraient cette initiative ? Oui, mais regardez, hier, c'est Shirin Ebadi, lauréat du prix de Nobel de 2003, je crois, si je ne me trompe pas, et avec plusieurs dirigeants des autres partis politiques de toutes les tendances confondues, ont écrit une lettre au président Trump en lui demandant qu'il intervienne. Et aujourd'hui, c'est le front de 7 avant qui va écrire une lettre au président Trump. Et ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, c'est que l'opposition iranienne, mais aussi le peuple iranien dans les réseaux sociaux, ils veulent l'intervention des États-Unis et d'Israël pour aider le peuple iranien. Pas pour changer le régime, mais simplement pour empêcher que le régime continue ce massacre. Plus de 2000 morts au moins, ça c'est au moins, plus de 2000 morts seulement en espace de 2 ou 3 jours, c'est énorme et il faut empêcher ce régime-là. Sinon, on peut avoir disons, un nombre franchement incroyable de morts, même ça peut arriver à 5 000, 10 000, et il faut arrêter, disons, ce massacre. Sinon, franchement, le peuple iranien aura, disons, pas mal de problèmes. Et si le peuple iranien ne réussit pas cette fois, je crois que ça serait une occasion de rater. Le peuple iranien, écoutez, l'Israël, pour moi, d'après les Iraniens, quand il combat l'islamisme, il combat aussi, non seulement pour l'Israël, mais aussi pour la civilisation occidentale, pour l'Europe et pour le monde entier.
C'est la même chose avec le peuple iranien. Le peuple iranien qui combat le régime islamique, il combat aussi pour les intérêts de toute la région, pour la paix du Moyen-Orient, pour la sécurité pour l'Israël, pour les Israéliens et pour le monde civilisé. Et je crois que le monde civilisé doit soutenir le peuple iranien. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir notre image, mais nous diffusons des images des manifestations hier en Iran, à Téhéran, je crois, et on voit des drapeaux de l'ancien régime iranien, du régime du Shah, mais aussi des drapeaux israéliens qui sont brandis dans la foule. Ça vous surprend, cela ? Mais non, mais écoutez, depuis le 7 octobre, il y avait un nombre, franchement, très élevé de manifestations des Iraniens en faveur de l'État d'Israël et pour condamner le 7 octobre et les actes terroristes des islamistes. Et dans toutes les manifestations de l'opposition iranienne, des Iraniens, les Iraniens ont eu à côté de ce drapeau national iranien, le drapeau d'Israël aussi. Parce que les Iraniens, franchement, ils croient que nous, avec les Israéliens, ont le même combat. Et c'est pour ça qu'on voit aussi le drapeau israélien. Et ça ne me surprend pas du tout. Alors, et même dans les manifestations que j'ai participé hier, il y avait toujours les drapeaux israéliens avec le drapeau iranien. C'est toujours ces deux drapeaux sont à côté. Je vous dis quelque chose. Depuis 3 ans, je vois qu'il y avait pas mal de pays occidentaux, surtout en Europe, qui ont tourné le dos aux Israéliens. Franchement, ils n'ont pas soutenu les Israéliens, malheureusement. Mais le peuple iranien a toujours soutenu l'Israël, pas seulement le diaspora, mais même à l'intérieur. Quand il y avait des supporters de football, 100 000 supporters de football au stade de Azadi à Téhéran ou à Tabriz ou à Mashhad, quand ils scandaient, contre le drapeau palestinien que le régime avait hissé à l'intérieur, ou quand ils criaient pour l'Israël. Je crois que tout ça montre que les Iraniens, ils veulent, ils se croient l'allié de l'Israël. Et franchement, à ce moment-là, dans ces moments difficiles, ils s'attendent à ce que l'Israël les aide aussi. Alors, je voudrais avoir une question, parce qu'on s'était parlé en juin dernier, au moment de l'opération de la guerre des 12 jours. Et j'avoue qu'en Israël, on avait espéré que le peuple se soulève en même temps que les opérations militaires israéliennes et américaines contre les sites nucléaires et les bases de missiles. Et ça ne s'est pas produit. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, finalement, ce mouvement, aujourd'hui, s'il prend tellement d'ampleur, c'est aussi le résultat de l'affaiblissement du régime pendant la guerre des 12 jours ? Bien sûr que l'échec de régime en Syrie, au Liban, au Gaza, et puis la guerre de 12 jours a fortement affaibli le régime, et les Iraniens maintenant ils ont beaucoup plus de confiance en eux-mêmes et ils voient plus le régime très fort, et bien sûr cette guerre de 12 jours a fortement affaibli la République islamique, et il a laissé, le peuple iranien, il a permis au peuple iranien de venir dans les rues. Mais pendant la guerre de 12 jours, il faut dire que le président Trump avait demandé au peuple iranien, aux habitants de Téhéran, de quitter Téhéran. Et puis, le ministère de la Défense israélien a demandé aux habitants de Téhéran de quitter Téhéran. Et il y avait plus de 3/4 des habitants de Téhéran qui ont quitté Téhéran. Et après, bien sûr, quand ils quittent Téhéran, ils ne peuvent pas faire une révolution à Téhéran. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, il y avait, je crois, des contradictions, dans ce qu'on disait aussi. Et c'était, 12 jours. Moi, je crois que maintenant, c'est beaucoup plus que 12 jours. Maintenant, on est au 14e jour. Et si c'est vrai que l'Israël, peut-être qu'il s'attendait à ce que pendant ces 12 jours, les Iraniens viennent dans les rues. Maintenant, c'est 14 jours. Maintenant, ce sont les Iraniens qui s'attendent à ce que leurs alliés les aident. Alors, une dernière question. Vous êtes à côté du drapeau qui représente la monarchie iranienne, le Shah d'Iran.
Et bien entendu, ce que l'on remarque, c'est la présence de Reza Pahlavi qui est omniprésent, on va dire, dans cette protestation. C'est quelque chose de nouveau, effectivement, parce que là aussi, en juin dernier, on nous disait que la protestation, elle n'est pas consensuelle dans toutes les ethnies de l'Iran. Tout le monde n'est pas d'accord, même concernant Reza Pahlavi. Et là, d'après ce que je comprends, il y a plus de 80 à 90% des Iraniens qui soutiennent Reza Pahlavi aujourd'hui. Ah oui, vous avez raison. Regardez, à Tabriz, en Azerbaïdjan, à Marareh, en Azerbaïdjan, ou Ardebil, ou disons Astara, toutes ces villes-là, ce sont des villes azéries, où il y avait des grandes manifestations. Kermanshah, qui est la ville kurde la plus, disons, le plus peuplée de toute la région, pas seulement d'Iran. Il y avait les gens, donc les Iraniens qui étaient dans la rue, ils appelaient le nom de Reza Pahlavi, à Ilam, à Abdanan, toutes ces villes qui étaient des villes kurdes, mais aussi dans d'autres villes iraniennes. Franchement, c'est une révolution nationale de toutes les classes sociales, des femmes, des hommes, des universitaires, des étudiants, des bazaris, mais aussi de toutes les, disons, Iraniens de n'importe quelle ethnie qu'ils soient azéris ou d'autres. Justement, cette révolution, cette manifestation a montré que les Iraniens eux-mêmes, ils sont un peuple uni et ils veulent un changement. Ils veulent plus de régime islamique. Et c'est vrai que c'est la première fois qu'on voit un leader, disons, qui est leader de l'opposition, qui est leader de la nation. Et ça, c'est un point fort de ce mouvement, de cette révolution. Parce que une révolution qui n'a pas de tête ne peut jamais réussir. Cette fois, on a une tête, et cette tête-là, qui incarne, disons, le peuple iranien, il peut mener à, disons, la victoire de cette nation. Justement, Prince Reza Pahlavi était aussi en Israël, je crois qu'il y a presque 3 ans, oui. Il y a 2 ans et demi. Et son voyage a été fortement bien accueilli par le peuple iranien dans les réseaux sociaux. Eh bien, on va en rester là, en tout cas avec ces notes d'espoir. Et on peut vous dire d'ici de Jérusalem que le peuple en Israël soutient ce mouvement de protestation contre le régime iranien qui exige ou qui avait pour objectif de détruire l'État d'Israël, on le sait, depuis de nombreuses années. Merci beaucoup, Saïd Bachistage, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Bonne chance pour la suite. Et le peuple d'Israël soutient le peuple iranien dans son opposition au régime. Merci encore d'avoir été avec nous. Bonne journée et à bientôt. Merci. Et sans surprise, les manchettes des quotidiens israéliens et des sites d'information sont consacrées à l'Iran et à l'amplification très nette des manifestations de protestation. Le Yediot Aharonot titre en manchette ce matin « Le feu de la révolution » et le journal nous montre une photo d'incendie de véhicules par les manifestants hier à Téhéran. Et en page intérieure, le journal annonce en sous-titre, Téhéran tremble, et en sous-titre, le Yediot Aharonot écrit ce matin à Washington, à Jérusalem et à Riyad, on suit de très près le drame qui est en train de se produire en Iran avec une question, est-ce que le régime des ayatollahs est en danger ou bien cette fois-ci encore il parviendra à juguler la protestation populaire? Et puis un développement qui doit préoccuper Israël plus particulièrement. Ali Khamenei a mis en état d'alerte suprême les bases de missiles balistiques iraniennes, ce qui est préoccupant du point de vue israélien. Netanyahou a déclaré hier soir, si les Iraniens nous attaquent, cela aura des conséquences gravissimes. À Washington, on envisage de bombarder des cibles diverses en Iran, que ce soit des cibles civiles ou militaires. La première page du Israël Hayom est aussi consacrée à la nouvelle révolution iranienne et le grand quotidien a choisi de citer en manchette le président américain Donald Trump qui a déclaré « L'Iran veut sa liberté, nous sommes prêts à aider les Iraniens ». En sous-titre, le journal parle de 2 millions de personnes dans les rues de Téhéran et des 31 provinces iraniennes. Le bilan du journal est de plus de 200 morts, mais il semble d'ores et déjà, en consultant les sites d'information bien plus importants, comme l'a confirmé à Iran International, l'organe de presse de l'opposition iranienne qui paraît à Londres. Et à Jérusalem, on estime qu'il y a une réelle probabilité pour que le régime iranien tombe ou à défaut qu'il soit considérablement affaibli par la protestation.
Nous allons maintenant citer des extraits des éditorialistes et des observateurs qui commentent cette actualité brûlante en Iran, en commençant par ceux du Yediot Aharonot. Ce matin, dans le Yediot, Chen Artisror rend hommage aux femmes iraniennes avant tout, les héroïnes de cette révolution, affirme-t-elle, et elle a choisi une photo d'une Iranienne, les cheveux au vent, la cigarette à la bouche, qui défie le régime iranien en brûlant la photo d'Ali Khamenei. La photo de cette manifestante iranienne est devenue virale sur les réseaux sociaux. Et Ransimet écrit ce matin: le peuple iranien a parlé en descendant massivement dans les rues, mais ce n'est toujours pas suffisant. Pour lui, il faudrait provoquer des brèches dans l'élite politico-sécuritaire du pays. Shimon Shifer suggère au gouvernement d'apprendre à se retenir dans le dossier iranien et de ne pas interférer dans le mouvement de protestation actuel. Quant à Ben-Dror Yemini, il suggère au gouvernement israélien de ne pas négliger la décision de Khamenei d'élever le niveau d'alerte des bases de missiles balistiques. Et pour lui, il ne fait aucun doute que l'amplification de la protestation actuelle fait grimper les risques d'attaques iraniennes contre Israël. Car pour Ben-Dror Yemini, le régime iranien n'a jamais abandonné son but d'exterminer l'État d'Israël. Et enfin, Semadar Peri insiste sur le silence éloquent de l'Arabie Saoudite face aux derniers développements en Iran. Qu'écrivent les éditorialistes du Israël Hayom autour de ce dossier important en Iran? Yoav Limor, le spécialiste sécuritaire d'Israël Hayom, reconnaît que la protestation actuelle est bien plus puissante que les précédentes et il suggère au gouvernement israélien d'agir de manière responsable, c'est-à-dire, selon lui, de ne pas s'impliquer dans la protestation actuelle qui est, selon lui, la plus authentique. Pour Dani Citrinovitch, qui est un expert du dossier iranien, le régime des mollahs se trouve à la croisée des chemins. Selon lui, l'effondrement du régime n'est pas pour demain, mais il admet que l'intensification de la protestation peut conduire les forces de sécurité iraniennes à refuser d'exécuter des ordres de répression de la part du régime. Shahar Kleinman, qui a interrogé un Iranien en exil, souligne un point important. Aujourd'hui, contrairement au précédent round de protestation, 80 à 85% des Iraniens soutiennent le retour au pouvoir du fils du Shah Reza Pahlavi afin qu'il restaure la démocratie en Iran. Quant à Ayelet Savion, elle constate que malgré la répression, la protestation ne cesse de s'amplifier. Et puis les sites d'information nous permettent de suivre heure par heure le mouvement de protestation. Le site Ynet parle d'horreurs commises par le régime avec entre autres l'assassinat d'un enfant de 5 ans dans les bras de sa mère. Le Ynet fait état d'un tas de corps dans les hôpitaux iraniens, dans les morgues de ces hôpitaux. Le site N12 lui annonce en ouverture que la Lufthansa et d'autres compagnies aériennes internationales ont décidé d'annuler leur vol vers Téhéran. Et il cite la chaîne Iran International qui parle, comme je vous le disais, de près de 2000 tués dans les manifestations de ces dernières 48 heures. Le site mentionne également le sénateur américain républicain Lindsey Graham qui a déclaré en s'adressant aux manifestants: l'aide américaine est en route. Et justement, le Maariv a choisi comme titre en page d'ouverture d'évoquer les dispositions américaines. Il parle d'intenses consultations à Washington afin de décider de la manière d'agir face à l'amplification de la protestation. Parmi les éventualités à envisager, un feu vert américain à Israël pour intervenir en Iran et même des actions de la CIA à l'intérieur du territoire iranien. Et puis les sites d'information reprennent les propos tenus par Benjamin Netanyahou à propos de l'aide américaine à Israël. Dans une interview à The Economist, le Premier ministre israélien a réitéré son intention de mettre fin graduellement à l'aide économique et militaire américaine à Israël. Une aide qui se monte pour l'instant à 3,8 milliards de dollars annuels. Dans cet entretien, M. Netanyahou a remercié les Américains pour cette aide, mais il a précisé: nous avons grandi, nous avons développé nos capacités économiques et cela nous permet d'envisager une telle situation. Selon lui, le processus d'autonomie économique serait déjà en cours. Le Israël Hayom se fait ce matin l'écho du positionnement de Tsahal autour d'un dossier brûlant, la peine de mort pour les terroristes de la Nourba du 7 octobre. Lilar Chouval explique que dans Tsahal, on s'oppose à condamner à mort dans des tribunaux militaires les terroristes responsables des massacres de cette terrible journée. Et cet avis a été émis après que la Knesset ait voté en première lecture la semaine dernière une loi qui transfère l'autorité du procureur général dans de tels cas à celle du procureur militaire général. Au sein de Tsahal, on explique que cela risque en effet de porter atteinte au statut de l'armée dans la communauté internationale tout en faisant des terroristes qui seraient condamnés à mort des martyrs. C'est la fin de cette revue de la presse.
Bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Jonathan Allon Eichenbaum. Jonathan, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On vous a sollicité parce que on vous connaît, on vous connaissait pendant plusieurs années comme le directeur de Greenpeace en Israël. Aujourd'hui, vous êtes le directeur adjoint de la Fédération des associations de défense de l'environnement en Israël. Et c'est pour cela que nous vous avons sollicité, parce que pour essayer de parler, de mieux comprendre un problème qui a, on va dire, surgi, on va dire, sur le devant de la scène, la scène médiatique en Israël ces derniers jours. On parle des déchets, des ordures qui sont brûlées de manière, on va dire, totalement arbitraire et sauvage dans différents endroits, dans différents sites de Judée et de Samarie, et qui polluent l'atmosphère au point que, selon certaines données, eh bien, plus de 1000 Israéliens seraient morts des suites, on va dire, de cette pollution sauvage, essentiellement en Judée-Samarie. Alors, je voudrais que vous nous aidiez à bien faire le clair sur cette affaire. Expliquez-nous de quoi il s'agit, depuis quand, on va dire, ces déchets sont jetés et brûlés de manière sauvage en Judée-Samarie, et comment est-ce que ces données sont effectivement vérifiées, et véritablement, que fait le gouvernement pour lutter contre cela? Alors, c'est certain, Daniel, que d'abord, c'est un problème très important d'environnement et de santé publique, puisqu'on a affaire à des sites où les ordures sont jetées et brûlées dans probablement des centaines d'endroits à travers la Judée-Samarie et également en Israël. Donc, ça concerne aussi Israël. Je ne sais pas vous dire, et il n'existe pas de données qui mettent la proportion entre est-ce que l'essentiel est en Judée-Samarie, est-ce que l'essentiel est en Israël. Mais voilà, la proportion qui est en Israël est aussi importante. C'est un cas aussi de finalement où cette pollution donc, qui se fait dans des sites qui sont tous des sites pirates, eh bien finalement pollue tout le monde. Donc elle pollue aussi bien des Israéliens qui habitent en Judée-Samarie que des Israéliens qui vont habiter dans des régions limitrophes, que bien sûr les Palestiniens, les Arabes israéliens, tout le monde en souffre, ces choses-là. Juste une Le, précision, Jonathan. Jusqu'à présent, le seul souvenir que moi j'ai, on parlait du site de Khiria, qui était, on va dire, sur le bord de l'autoroute, à l'entrée de Tel Aviv. Ça avait l'air d'être le centre d'acheminement d'ordures et de déchets national même. Ça s'est transformé en un parc, et où aujourd'hui, naturellement, où devaient être évacués les déchets en Israël de manière légale? Alors, en Israël, de manière générale, les déchets vont pour l'essentiel, ils atterrissent pour l'essentiel à Doudaïm, qui est un site dans le nord du Negev. Après avoir été dans différents endroits où il y a ce qu'on appelle des sites intermédiaires où se fait une espèce de triage qui va réutiliser et revendre en fait ce qui peut l'être, donc les métaux, certaines formes de carton. Donc, il y a certaines choses qui sont utilisées, mais c'est un triage tout à fait basique. Et puis, ça va pour l'essentiel à Dudaïm. Et il y a aussi des sites dans le nord. Ça, c'est du côté israélien. Et pour ce qui est du côté palestinien, alors il y a donc l'essentiel, c'est l'autorité palestinienne. Donc, si comme ça, vous avez la carte de la Judée-Samarie vaguement en tête et à l'époque des accords d'Oslo, donc il y avait une réalité sur le terrain qui avait été créée, où dans cette réalité, où il y avait à peu près 10% de la Judée-Samarie qui était sous contrôle intégral de l'autorité palestinienne, 20% qui était sous contrôle civil de l'autorité palestinienne, euh, et encore 70% sous contrôle israélien. Alors, ce qu'il fallait savoir, il faut savoir, c'est que ces 70%, il y a relativement peu de Palestiniens qui y habitent. On parle peut-être de 100 000, peut-être un peu plus, mais c'est très peu. Et l'essentiel, les concentrations de population palestinienne et donc de production de déchets sont dans ces 30%. L'Union européenne, qui est le principal bailleur de fonds de l'autorité palestinienne, a versé depuis des dizaines d'années énormément de fonds, notamment pour des projets de construction de sites de tri de déchets et aussi pour les enterrer. Et finalement, il y a beaucoup moins de sites qui ont été faits que ce qui devait être fait. Les sites plus petits, qui n'ont pas nécessairement la capacité.
et aussi de moins bonne qualité. Donc, tout ça a créé finalement un gros problème. L'essentiel de l'argent, bon, il a été distribué à droite à gauche. En tout cas, il n'est pas arrivé ce Il y a pourquoi eu de la corruption, on peut dire, hein, il avait à été ce prévu. niveau. Ouais, il y a une corruption à très très grande échelle. Et donc, le système qui s'installe et qui est un système qui existe, là, il existe en Judée-Samarie avec l'assentiment de l'autorité palestinienne. Il existe également en Israël. C'est le trafic de déchets. C'est finalement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on évacue ces déchets, ça coûte de l'argent. Les déchets, il y a des camions qui les portent, et puis il y a des sites qui doivent être tenus, entretenus, tout ça, ça coûte de l'argent. Enterrer une tonne de déchets en Israël, ça coûte, si je ne dis pas de bêtises, 150 shekels la tonne. Et donc, il s'installe un trafic, et dans ce trafic, il y a des groupes, je ne vais pas dire plus ou moins mafieux, complètement mafieux, qui vont dans un village. Ça peut être donc en Judée-Samarie, mais également dans des villages arabes en Israël. Ça peut se faire parfois à très grande échelle. Et puis il va y avoir un trafic de déchets, ça veut dire que c'est eux qui vont faire l'évacuation. Et ils vont prendre de la mairie ou ils vont prendre des habitants ou de ce qu'ils organisent, non pas 150 shekels par tonne, mais ils vont prendre une somme moins, 70 shekels par tonne. Simplement, hop, ils vont trouver un petit coin de nature et ils vont verser là-bas les déchets. Et donc ça se fait à très grande échelle. Ça se fait sur des déchets ménagers, mais ça se fait également sur des déchets de construction. Ça se fait aussi sur des déchets électroniques, ce qui est beaucoup, beaucoup plus problématique, puisque les déchets électroniques sont des déchets par nature dangereux. Mais bon, vous avez d'un côté les déchets de construction qui sont les moins nocifs bien sûr, les moins nocifs pour la santé humaine, mais qui sont quand même une forme de pollution qu'on retrouve à très grande échelle dans des tas d'endroits. Et vous avez le problème essentiel, les plus dangereux, c'est bien sûr les déchets électroniques, mais on va dire, c'est quand même moindre au niveau de la quantité. Et vous avez cette immense masse de déchets domestiques et là, un déchet, qu'est-ce que c'est les déchets domestiques? C'est à peu près la moitié de déchets organiques, donc des épluchures, toutes sortes de choses, des restes de viande ou de produits. Vous avez du plastique, et donc le plastique, c'est du pétrole au départ, donc quand ça va brûler, ça va faire mal. Et puis vous avez toutes sortes de mélanges, etc. Donc voilà, vous avez des cartons, vous avez tout Toxique, ça. énormément Donc, toxique. voilà, donc il y a quelque chose qui est très toxique. Et donc une partie de ça, ça va brûler accidentellement, et une partie de ça, ça va brûler parce qu'il faut s'en débarrasser. Donc on a des problèmes de combustion à très grande échelle. Alors, À tel point que, apparemment, par exemple, dans des villes comme Shoham, qui est au cœur d'Israël, hein, une nouvelle ville, une ville moderne, eh bien, on appelle les habitants à se protéger par rapport à cela. oui, oui, alors une petite anecdote et en même temps un conseil pratique aussi un conseil pratique pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Euh, à Kfar Saba, donc Kfar Saba c'est au nord, Ouais. c'était aussi, pendant des années, il y a aussi des problèmes comme ça, qui étaient dus en partie à des villages palestiniens, en partie à des villages de ce qu'on appelle le triangle, donc c'est Arabe les israélien. villages arabes israéliens, où pareil, c'était exactement plus ou moins le mécanisme que je vous ai décrit. Et il y a là-bas un activiste qui a fondé une association, et qui s'appelle Ezrachim Leman Avirnaki, c'est-à-dire les citoyens pour l'air propre. Et donc, il a notamment fait créer une base de données. Et en fait, il a un numéro vert où les gens peuvent appeler. Donc, et une application d'ailleurs. Donc, faut chercher ce qu'on appelle en hébreu Ezrachim Leman Avirnaki, les citoyens pour l'air propre. Et il a reçu en un an et demi, il a reçu 18 000 appels. 18 000 appels, ça veut dire 18 000 personnes dans des centaines de localités, aussi bien en Israël qu'en Judée-Samarie, enfin, dans tous ces endroits-là, sur des cas de pollution due à la combustion des ordures. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça sent mauvais, c'est le petit problème. On parle de combustion de produits qui sont cancérigènes et de produits qui causent également des problèmes de respiration. Donc, on parle d'un problème de santé publique très important. Si vous voulez, quand vous avez une usine, même disons une usine très polluante, une raffinerie de pétrole, bon, on se bat contre la raffinerie de pétrole de Haïfa, ils émettent énormément de polluants, mais on sait où c'est et au moins il y a certains filtres. C'est très insuffisant et c'est très mauvais. Mais il n'empêche que on sait quoi faire. Là, quand on brûle des ordures C'est n'importe où, sauvage. il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'il n'y a aucun filtre. Et le deuxième problème, c'est que c'est souvent très proche de là où habitent les gens. Et donc, on a un vrai problème. C'est arrivé à un tel niveau, et ça augmente d'ailleurs de manière exponentielle, que finalement la sonnette d'alarme a été tirée.
par tout le monde, parce que tout le monde se plaint et qu'ils n'en pouvait plus. Et donc le gouvernement, après des années où il n'a rien fait, est entré dans est entré dans le jeu et commence à appliquer les lois et à faire un peu plus. Et ce que je tiens à signaler là-dessus, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que l'essentiel des terrains dans lesquels ça brûle, c'est des terrains qui sont sous contrôle israélien. Puisque l'essentiel du territoire de la Judée-Samarie est sous contrôle israélien, et les endroits où on brûle, ils sont sous contrôle militaire israélien dans tous les cas. Ça veut dire c'est ou zone B ou zone C. Il n'y a Mhm. quasiment pas d'endroit où ils vont brûler en zone A et où on va se plaindre. On va dire si avec la zone A, ça serait vraiment des petits endroits, parce que les zones A sont des zones densément peuplées, palestiniennes densément peuplées. Donc voilà l'état du problème. Simplement, l'armée, bien sûr, elle a des tas de choses auxquelles s'occuper et on va dire, l'armée rechigne à faire ce genre de tâches qui sont des tâches plus ou moins civiles et qui ne sont pas exactement dans sa zone de confort. Malheureusement, c'est arrivé à un niveau où il n'y a plus le choix et il faut bien faire quelque Mais chose. est-ce qu'il y a une Euh, intention, est-ce qu'il y a une intention, on va dire, terroriste de la part des Palestiniens qui s'occupent de ce sujet, ou on ne peut pas parler de terrorisme écologique à ce niveau-là? alors, alors bien sûr, il y a d'abord dans tout ce qui est de l'environnement, il y a énormément de récupération politique. Il y a de la récupération politique à gauche et il y a de la récupération politique à droite. Donc, à l'époque, je me souviens dans les années 90, il y avait un problème de pollution il y avait une pollution d'une rivière Oui. depuis Tulkarem, je crois, qui arrivait en Israël et il parlait de terrorisme, etc., etc. Euh, j'ai parlé, il y a une organisation qui s'occupe de la protection de l'environnement en Judée-Samarie qui s'appelle Yarok Arshav, vers maintenant. Donc, c'est pas quelqu'un qu'on peut soupçonner d'être, je sais pas, enfin bref, il habite là-bas et tout ça. Il dit non, c'est pas du terrorisme, c'est de la corruption. Et je le rejoins tout à fait là-dessus. Je pense qu'on a affaire à un problème qui est un problème de corruption qui est endémique, à l'autorité palestinienne et qui se retrouve également partout et dans des tas d'endroits. Mais voilà, c'est le problème. Je ne Alors, pense pas qu'on puisse parler de terrorisme de chat, puisque là, enfin non, j'allais dire puisque les Palestiniens en souffrent aussi, mais oui. ça c'est un mauvais argument. Alors, que peut-on faire maintenant concrètement? Est-ce que, par exemple, on peut envisager une sorte de coopération entre le gouvernement israélien, on va dire le ministère de l'Environnement et l'autorité palestinienne? Quel est le poids justement des associations de votre fédération pour essayer d'enrayer ce phénomène? Alors, je vais parler, on va dire, à différents niveaux. Au premier niveau, d'abord, l'armée qui s'occupe on va dire, qui s'occupe de faire suivre les lois par rapport à ça et d'éviter qu'il y ait des ordures qui soient brûlées, et d'éviter qu'il y ait des ordures qui soient brûlées. Quand ils attrapent ça veut dire aussi ça veut dire attraper des camions qui sont en train de brûler les ordures. Donc, c'est mettre beaucoup plus de force là-dessus. Par rapport à ça, il peut y avoir une coopération entre l'armée et la société civile, les habitants, et ça existe, de manière générale entre différents groupes pour faire en sorte pour savoir quand est-ce que ces camions y viennent, etc., comment ça se passe. Donc, ça, c'est au premier niveau. Et au deuxième niveau, il faut relancer une coopération plus large pour mettre en place des sites d'évacuation des déchets pour les Palestiniens qui soient viables. Et ça doit être fait. Et il y a plusieurs propositions qui sont sur le terrain. Certaines voudraient refaire une coopération avec l'autorité palestinienne. D'autres pensent qu'il faudrait faire des coopérations avec différentes localités palestiniennes pour à chaque fois résoudre le problème de manière locale. Il y a différentes approches à cela. Je ne sais pas dire quelle est la meilleure. Ce qui est sûr, c'est que dans un premier temps, il faut savoir ce qui se passe le plus rapidement possible à chaque fois que ça se passe, qu'il y a un camion qui vient verser les ordures, tout ça et l'attraper et intervenir. Et après, il faut repenser de manière plus globale la politique des ordures. La Et ça, police, ça par concerne exemple, elle peut être aussi. active, la police? Alors, il y a une branche de la police qui s'appelle la Mishtara Yeruka, la police verte. Elle a très, très, très peu de possibilités de contrôle. Elle a Ah. très peu de possibilités de contrôle. Et c'est là, en fait, et c'est là, en fait, que le public peut intervenir, en fait, de deux manières. La première manière consiste déjà, donc, à ce que j'ai dit, à appeler ce numéro vert ou utiliser cette application des citoyens pour l'air propre de manière à avoir une cartographie la plus précise de ce qui se passe par rapport à ça. Et je dis bien, ça touche toutes les zones et toutes les régions. C'est pas que je disais Samarie, ça touche aussi Israël à l'intérieur de la ligne de 67.
Et ça, c'est une première étape. Et je pense que dans le futur, ils seront obligés de mettre en place une collaboration entre les habitants, là où ils font face au problème, euh, aussi bien juifs qu'arabes. Ça doit concerner tout le monde. Et ces cas d'ordures qui à chaque fois s'enfuient et sont brûlés sur place, quoi. Mais on l'a bien compris, c'est un véritable problème, effectivement, un problème d'environnement, bien entendu, mais effectivement, et de santé publique. Merci beaucoup, Jonathan, d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous avoir expliqué la problématique de ce dossier. Merci beaucoup et merci d'en occuper aussi. À bientôt, bonne continuation, à bientôt. Merci, merci. Le déploiement, le 30 décembre dernier, aux quatre coins d'Israël, du rayon de fer, le nouveau système de défense au laser, qui renforce sensiblement la défense de l'espace aérien du pays contre les menaces ennemies, n'est que l'un des éléments qui, parmi beaucoup d'autres, concrétise la nouvelle donne géopolitique que constitue l'avance technologique militaire de l'État hébreu au plan mondial et régional. En fait, ce nouveau système laser israélien qui permet de repérer, de localiser et d'intercepter en quelques secondes seulement les tirs de roquettes, de drones, d'obus, de mortiers et parfois aussi de missiles ennemis, dont les premières batteries ont été déployées fin décembre dernier, vient s'ajouter aux 3 autres dispositifs ultra avancés de la défense antiaérienne de l'État hébreu qui ont amplement fait leurs preuves ces dernières années, notamment lors de la guerre déclenchée le 7 octobre 2023, à savoir le dôme de fer anti-roquettes qui élimine en moyenne plus de 90% des projectiles ennemis et les 2 dispositifs antimissiles bleu-blanc que sont le Hetz et la flûte de David, dont on a mesuré l'efficacité combinée à l'occasion des 2 attaques iraniennes aux missiles de 2024 et de la fameuse guerre des 12 jours de juin 2025 contre l'Iran. Ce système au laser permet 3 avancées très innovantes, encore jamais vues dans le monde. Tout d'abord, sa rapidité d'éclair et sa précision qui le rendent capable d'abattre les projectiles ennemis quelques secondes à peine après leur repérage radar dans le ciel. Tout cela permettra de ne pas envoyer systématiquement de millions de civils israéliens aux abris à chaque alerte. Autre avantage, la maniabilité et la légèreté de son dispositif, qui ressemble en fait à une grosse caméra munie d'un œil laser, dont 1, 2 ou 3 exemplaires peuvent être montés ensemble sans encombre sur un véhicule militaire léger. Tout cela permettra d'éviter l'usage des lourds camions semi-remorques tractant les volumineuses et trop repérables batteries d'antimissiles traditionnelles. 3e avantage, le coût de chacun de ces tirs, qui ne dépasse pas les $2 maximum, en fait le prix de la petite consommation d'électricité déclenchant son allumage. Ce coût est de très loin inférieur à celui du dôme de fer, dont chaque tir revient à $50 000, ou de l'antimissile Hetz et de la flûte de David, qui valent $120 000 l'unité. On comprend que ces innovations technologiques sans précédent qui font du rayon de fer une nouvelle donne militaire sur tous les champs de bataille de la région constituent plus largement pour Israël une avancée géopolitique et géostratégique sans précédent. Car bien que ce système ne soit pas encore susceptible de défendre de manière totalement hermétique l'espace aérien israélien, son haut degré d'innovation va ouvrir à Israël de nouveaux horizons pour ses exportations d'armes aux 4 coins du monde, ce qui aidera à contrebalancer la dangereuse dynamique d'isolement international de l'État hébreu qui s'était beaucoup accentuée consécutivement à la très longue guerre sur 7 fronts débutée le 7 octobre. Des exportations en matière de défense qui, rappelons-le, avaient déjà atteint en pleine guerre de Gaza et au Liban les 14,8 milliards de dollars en 2024, année lors de laquelle le nombre total de firmes israéliennes et de start-up de défense a atteint les 300 entreprises au lieu de seulement 160 en 2023. Et ce, pendant que les investissements dans cette branche ultra compétitive passaient de 180 millions de dollars en 2023 à 440 millions de dollars en 2024. Un décollage remarquable qui a fait de ce secteur en plein boom de l'industrie d'armement technologique en bleu et blanc un écosystème très rentable, n'ayant aucun équivalent dans le monde, car désormais ce système est capable de se placer au premier rang du marché global de l'armement, lui-même en plein foisonnement. Une évolution en tout point positive qui contribue aussi à réduire la dépendance d'Israël en matière d'armement fabriqué à l'étranger. Et ce, d'autant que l'État hébreu a prévu d'investir 350 milliards de dollars lors de la prochaine décennie dans ses propres industries d'armement afin d'acquérir une réelle indépendance pour ses équipements militaires, notamment par rapport à son gros fournisseur et allié actuel que sont les États-Unis. À tel point qu'après le déploiement historique et quasi surréaliste, voilà à peine quelques semaines en Allemagne des 3 premières batteries de l'antimissile Hetz
israélien par les forces aériennes de ce pays, une armée qui voulait exterminer le peuple juif voilà 85 ans, l'entrée en service en Israël même du rayon de fer au laser a aussitôt suscité le plus haut intérêt dans une Europe elle aussi devenue très inquiète pour sa sécurité à cause de la guerre en Ukraine, ainsi que l'intérêt redoublé de plusieurs pays arabes de la région, dont l'Arabie saoudite et certains États du Golfe, qui, redoutant aussi de futurs bombardements massifs aux drones iraniens, se sont déjà renseignés sur les conditions d'acquisition du rayon au laser. Une chose est claire, dans ce monde où les menaces se multiplient à grande vitesse sur tous les continents à cause de la conduite de plus en plus agressive de puissants États voyous, la capacité d'innover rapidement s'avère en fait aussi décisive que l'acquisition même de moyens militaires. Un contexte où les start-up israéliennes de défense ont leur mot à dire pour aider à rendre l'avenir du monde moins inquiétant. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Roger Feinzilberg. Roger, bonjour. Bonjour Daniel. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions à l'occasion, on va dire, de la présentation en Israël du livre qui renferme, on va dire, l'histoire de votre père et en particulier l'histoire de votre père à Auschwitz. Ce livre, son titre, c'est Ce que j'ai vu à Auschwitz, qui renferme un témoignage poignant, un témoignage qui est resté secret ou enfermé ou euh, extrêmement discret pendant près de 80 ans et que vous avez finalement décidé de rendre public l'année dernière à travers donc la publication de ce livre. Je voudrais que vous nous racontiez d'abord qui était votre père, Alter Feinstein-Berg. Oui, merci Daniel. En effet, mon père, Alter, était un juif polonais né à côté de Varsovie, dans un petit shtetl et vivant à Otwock, pour ceux qui connaissent. Très tôt, il s'est engagé dans l'action sociale et politique en Pologne, en rupture avec le conservatisme paternel, comme beaucoup de jeunes juifs polonais de l'époque. Il euh, est né dans une famille extrêmement pauvre où il y avait 11 enfants. Euh, Assez rapidement, il s'est engagé, dès qu'il a commencé à travailler comme charpentier, dans l'action sociale, syndicale. Il a adhéré au Parti communiste polonais, il a fait de la prison en Pologne. Il a décidé en 1937 de partir combattre en Espagne dans les brigades internationales et c'est la raison pour laquelle à la fin de la guerre, à la fin de la guerre d'Espagne, il était en France et c'est la raison pour laquelle il a été déporté de France, mais déporté dans le premier convoi C'est ça. parti de Drancy et de Compiègne, c'est-à-dire C'était en mars 1942, hein, c'est-à-dire très tôt. le convoi est parti de Drancy et de Compiègne le 27 mars 42, arrivé à Auschwitz le 30 mars 42. Et quand je dis ça, cela veut dire qu'il est arrivé à Auschwitz à un moment où Auschwitz n'était pas encore Oui. le Auschwitz-Birkenau, le camp d'extermination qu'il est devenu. Et mon père a vu tout cela, a enregistré tout ça, a noté tout cela. Il a ensuite été affecté pendant 18 mois dans choses horribles dans le Sonderkommando de Birkenau, où il a dû charrier les cadavres des Juifs qui avaient été gazés, hommes, femmes, enfants. euh, et son témoignage parle de tout cela. Si vous voulez, mon Alors père, justement, c'est ce qui est tout à fait impressionnant dans ce témoignage, c'est que euh, il a été rédigé tout de suite après Auschwitz, c'est-à-dire votre père de retour en France, je suppose, de retour de déportation, a écrit et pendant plus d'un an, il a écrit ce témoignage sur plusieurs cahiers. oui, oui, en effet, dès qu'il a été libéré, il a commencé à témoigner auprès de la commission polonaise d'enquête de Cracovie dès avril 1945. Puis Mhm. ensuite, il a témoigné quand il est revenu en France auprès de la commission française. Et ces documents, on les connaît, on les a, ils sont connus. Ils sont Et quand il est... répertoriés, où on pouvait les lire, par exemple, vous pouvez les découvrir. Alors, on pouvait les découvrir principalement au musée d'Auschwitz.
Et on pouvait les découvrir ensuite dans des publications comme Des Voix sous la cendre, par exemple, Mm. qui ont parlé de cette période. Mais Et c'est puis, pas. quand il est arrivé à Paris, en effet, il a écrit euh, ses cahiers, mais des cahiers qu'il n'a pas pu, comme il l'espérait, exploiter, utiliser, faire connaître. Son message n'a plus été entendu et n'a pas été entendu pendant longtemps. Et de dépit, il a rangé ses cahiers boîte, dans cette boîte à chaussures dont Ouais. et effectivement on parle. Et cette boîte est restée fermée pendant des années et des années. On n'y touchait plus. Voilà. Alors, est-ce que vous avez une explication au fait que son témoignage, qui est donc un témoignage de premier ordre, d'un témoin des premières heures du camp d'extermination d'Auschwitz, pourquoi il n'a pas été retenu? Pourquoi ces cahiers n'ont pas été utilisés? Vous avez une explication? Oh, c'est une question qui m'a hanté pendant très longtemps, que je n'ai pas compris, une réponse que je n'ai pas comprise. Et en fait, si vous voulez, c'est une somme de plusieurs facteurs. Premier facteur, assez rapidement, on ne s'est plus intéressé à ce que racontaient les juifs déportés, et notamment les juifs récemment immigrés, y compris les organisations de la résistance mettaient en avant beaucoup plus l'histoire des déportés de la MOI, de la FTP MOI. Les gaullistes, eux, mettaient en avant Oui. l'action de résistance de la deuxième DB, des choses comme ça. Donc l'histoire de mon père, elle n'intéressait plus vraiment. Et puis, je crois qu'il y a eu une grande zone d'ombre. C'est celle de son statut d'ancien des Sonderkommando. Parce que dans l'idée générale, et ce qui était vrai, les Sonderkommando ne devaient pas survivre, ne pouvaient pas survivre. Mais Ils oui. étaient mis à mort régulièrement par les nazis qui voulaient faire disparaître les traces de leur forfait. Et pourtant, mon père et quelques vieux membres des Sonderkommando ont survécu et pendant un certain temps, cette situation a gêné, n'a pas été comprise. On ne l'a accusé de rien, on ne lui a rien reproché, mais un doute s'est installé, et il s'est installé en gros jusqu'à la fin des années 70, jusqu'à ce que Claude Lanzmann fasse son film Shoah, jusqu'à ce que les jeunes historiens travaillent un peu plus sur cette histoire du détail de ce qui s'est passé à Auschwitz. Et là, à ce moment-là, mon père a été réinvité pour la première fois au musée d'Auschwitz pour témoigner, pour raconter. Il est resté pendant plusieurs semaines en relation avec les historiens du musée d'Auschwitz, pardon, pour leur raconter exactement ce qui s'était passé et apporter des précisions que ces historiens n'avaient pas. Juste une question. Par exemple, il n'a pas eu l'idée à l'époque de se tourner vers, par exemple, le mémorial du Yad Vashem ici à Jérusalem? Écoutez, de lui-même, non. Mon père était quelqu'un qui était en plus un militant communiste, Ah oui. fidèle à son parti. Le parti lui demandait des choses, il y répondait. Le parti ne lui demandait pas, il ne répondait pas. Il en a été dépité, il en a été meurtri, il s'est plus ou moins éloigné de l'action politique concrète, mais faire des choses que ne lui demandait pas son parti, il ne pouvait pas s'y résoudre. Alors, c'est là que vous entrez en scène, si je puis dire, et que vous connaissiez donc l'existence de ces cahiers dans cette boîte à chaussures. Qu'est-ce qui vous a poussé? Quel a été le déclic qui vous a poussé à les ouvrir et à les publier? Alors, je dirais, je connaissais l'existence d'une boîte dans laquelle mon père avait des documents. Mhm. Le contenu des documents, je ne le connaissais pas. Vous voyez, le fait que c'était des cahiers, je ne le savais pas. Le fait que c'était des cahiers rédigés en polonais, je ne le savais pas. Cette boîte était fermée, fermée par une ficelle au sens littéral du terme. Mhm. On n'y touchait plus. Et il m'a fallu longtemps pour me décider à l'ouvrir. J'irai même après le décès de mes parents. Mon père est mort en 87, ma mère en 91, et ça n'est qu'en 2005 que Mhm. je me suis résolu à ouvrir dedans parce que j'avais peur, j'avais la trouille, je ne savais pas ce que j'allais trouver. Je ne savais pas quelles horreurs
j'allais apprendre. Je ne savais pas ce que mon père raconterait de plus que ce que j'entendais dans ses conversations en yiddish avec les membres de la famille, avec ses copains, conversations que j'entendais, que je comprenais parce que je parle le yiddish. Et j'étais en quelque sorte comme une éponge qui absorbe un certain nombre d'informations, qui les garde. Sans doute en ai-je oublié un certain nombre, mais Mhm. pendant longtemps, voilà, c'est resté dans ma mémoire. Et puis, il s'est passé en 2005 quelques faits très particuliers qui font que je me suis décidé à le faire. Et notamment, je dirais, la goutte d'eau qui a fait déborder les choses et qui m'a fait enfin me décider à ouvrir la boîte, c'est que j'étais directeur général de l'OSE à l'époque, l'œuvre de secours aux enfants. Oui. Et que vous savez, Daniel, que l'OSE avait accueilli en 1945 426 enfants orphelins survivants du camp de Buchenwald, Oui. parmi lesquels Elie Le Rav. Wiesel, parmi lesquels celui qui est devenu le Rav Lau, et que ces enfants m'avaient demandé, ainsi qu'au président de l'OSE, de les accompagner à Buchenwald, où les autorités allemandes les avaient invités pour commémorer l'anniversaire de la libération. Et ce jour-là, Jorge Semprún, le ministre espagnol, ancien déporté lui-même de Buchenwald, prend la parole et s'exprime en disant: un jour, nous ne serons plus là. Nous ne serons plus de ce monde. Il n'y aura plus de témoins. Et qui alors transmettra? Qui alors racontera notre histoire? Et cette interpellation à laquelle s'est opposé un des membres de la délégation française, un jeune député, déporté, David Perlmutter, qui prend la parole en hurlant, disant: nous serons toujours vivants, nous serons toujours là. Panique dans la salle, moi, moment d'émotion intense, et je rentre chez moi ensuite, quelques jours après. Je travaille un soir devant mon ordinateur, et puis je repense à cette scène. Et je me dis, oui, un jour ils ne seront plus là, mes parents ne sont plus là, d'autres déportés que je connaissais ne sont plus là. Et moi j'ai cette boîte, mais il faut que je l'ouvre. Voilà. Et ce jour-là, si vous voulez, ce soir-là, je me suis décidé à défaire cette ficelle, à ouvrir la boîte, à trouver des documents. Et parmi ces documents, c'est 4 cahiers d'écoliers écrits en manuscrit par mon père, de son écriture fine, et qu'il m'a fallu faire traduire, comprendre, connaître. Et là, j'ai commencé ce travail avec l'aide d'un jeune historien du mémorial, Alban Perrin, Mhm. qui, parlant polonais ainsi que son épouse, m'ont traduit les documents, et que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des éléments tout à fait importants qui complétaient ce que mon père avait déjà dit dans des témoignages qu'il avait donnés dès 1945 en Pologne et en France, et a commencé un travail de documentation, de vérification, de confirmation, de recherche. Pour vous donner un élément, je me suis dit, mais il faut que j'explique pourquoi mon père a été déporté de France. Il n'était pas en France. Oui. Mon père a été déporté de France parce qu'il avait fait la guerre d'Espagne. Donc, on est allé rechercher des documents sur la guerre d'Espagne que nous n'avions pas. Nous voulions que tout ce que nous allions dire soit totalement documenté et que cela soit inattaquable par rapport au discours négationniste qui régnait à l'époque. Alors, effectivement, ce témoignage, il a connu un succès certain, un certain succès depuis la publication de votre livre. C'est un succès qui vous a un peu surpris ou c'est dire, ou finalement, c'est la preuve que vous aviez pris la bonne décision et que même 80 ans après, eh bien, il est toujours temps de livrer pour l'histoire les témoignages de ceux qui ont vécu ce que votre père a vécu? Mais écoutez, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure. Euh, je dois vous dire que quand j'ai décidé de ce travail et que j'ai commencé à envisager une publication, à l'époque, moi, l'idée, c'était simplement de pouvoir transmettre à mes enfants et à ma famille. Mhm. C'était que ces traces, je dirais, demeurent dans l'histoire. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte, en effet, que le contenu du témoignage de mon père prenait une dimension qui allait intéresser. L'éditeur français Le Seuil a fait un travail remarquable parce qu'il a fait le choix de publier ce texte non seulement comme, comme livre, mais comme document, puisqu'il y a la totalité du manuscrit qui est reproduit
et qui est en photo, donc chacun peut se rendre compte, chacun dispose désormais avec ce livre du document dans son intégralité, et nous l'avons entouré d'informations concernant la vie de mon père avant, euh, dès sa naissance en Pologne, et puis ensuite on m'a demandé, l'éditeur m'a demandé de rédiger une partie où je raconterai la reconstruction de mes parents, Oui. qui sont déportés tous les deux d'Auschwitz, qui Mhm. se sont rencontrés à Paris après la guerre, leur reconstruction et la manière dont moi, en tant que gamin, j'ai pris conscience et connaissance de tout cela. Et Oui, c'est ce qui fait la totalité aujourd'hui du livre tel qu'il a été publié il y a presque un an, en fait, quasiment aujourd'hui l'anniversaire de sa publication, et qu'effectivement, il est en train de prendre une place qui, je dirais, me surprend tous les jours et m'émeut tous les jours parce que je me dis que 80 ans après, mon père aurait dû pouvoir le raconter de lui-même, par lui-même, et que cela aurait apporté sans doute encore plus d'éléments d'information utiles. Malheureusement, ça n'a pas été possible, mais au moins son témoignage demeurera et sera utile. oui, effectivement, et on vous remercie bien sûr de nous avoir permis à travers votre initiative donc de découvrir ce témoignage donc presque unique, ou en tout cas rarissime, d'un des premiers déportés du camp d'Auschwitz, votre père, Alter van Gilberg. Merci beaucoup, Roger, d'avoir accepté de répondre à nos questions et de nous avoir livré ce témoignage. Je rappelle que vous étiez en Israël ces derniers jours pour justement parler de votre livre et de ce témoignage de votre père. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Mais merci à vous et je dois remercier en particulier le Nathania Academic College qui m'a invité pour Voilà, présenter dimanche 11 ce livre dans un débat qui sera tout à fait passionnant. voilà, on n'en doute pas. Merci encore. Merci à vous.